Alors oui, comme je disais, donc on est une compagnie basée à Montréal, donc on fait pas mal de team building activities et comme on peut voir là, on aime faire des trucs assez fun comme du curling par exemple. Donc là, c'était l'année dernière, donc on n'était pas une trentaine, on était un peu moins à l'époque. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler d'accessibilité, et donc plus particulièrement d'accessibilité avec React. Alors, on va discuter de ça en trois parties. Tout d'abord, on va revoir qu'est-ce que c'est l'accessibilité, pourquoi il faut s'en soucier ensuite, et enfin, comment rendre nos applications React plus accessibles. Ou du moins, comment ne pas perdre dans l'accessibilité avec React. On va voir comment utiliser le meilleur de React, et aussi quelles librairies et outils sont intéressants pour ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'accessibilité? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Qui ici n'a jamais entendu parler d'accessibilité? Bon, personne. Et qui a vraiment travaillé sur un projet pour mettre en place l'accessibilité? Ça fait pas grand monde. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là, sachant que l'accessibilité en France, ça concerne 17 millions de personnes, c'est plus de 20% de la population. Donc dans ces 17 millions, il y a les personnes avec des handicaps permanents, il y a aussi les handicaps temporaires, comme on va le voir. Alors, pour citer Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, la puissance d'Internet repose dans son universalité. Il est essentiel que tout le monde puisse y accéder, quels que soient les handicaps. Donc c'est vraiment ça l'accessibilité, c'est de permettre à chacun de pouvoir accéder à Internet. Et c'est même plus, je dirais, de pouvoir y accéder n'importe quand, que ce soit de chez soi ou dans les transports, et aussi n'importe comment. Donc depuis un téléphone mobile, depuis son bureau, depuis un laptop. Alors, il y a différents types de handicaps. Tout d'abord, les handicaps visuels, donc comme on peut l'imaginer, les personnes aveugles, les malvoyants, les daltoniens ou toutes les personnes avec des problèmes de vue quelconques. On a aussi les problèmes auditifs, donc la surdité, les problèmes liés à l'audition ou à l'élocution, ou bien par exemple le fait d'utiliser des sous-titres ou des appareils auditifs. Le quatrième point, le handicap cognitif, donc ça va concerner tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, les problèmes de compréhension, de mémorisation, les problèmes moteurs, donc la paralysie des membres supérieurs, donc les bras en l'occurrence, parce que c'est vrai que les jambes, on s'en soucie un peu moins, c'est rare de voir des gens accéder à Internet avec leurs pieds. Les maladies invalidantes, les problèmes liés au stress, les problèmes de dextérité, le fait d'avoir des doigts cassés par exemple, ou bien tout simplement un parent qui a son enfant dans les bras et qui essaye de naviguer sur Internet en même temps. Voilà, tout ça, ça réduit l'accessibilité. Et enfin, un dernier type, on en parle un peu moins, mais c'est les crises, comme par exemple l'épilepsie. Si on va avoir des images avec des effets flashy, redondants, ça peut causer des crises, et il faut aussi penser à ces personnes-là. Alors, pourquoi se soucier de l'accessibilité? Certains utiliseront les faux prétextes. On n'a pas le budget, ça coûte trop cher, on n'a pas le temps. Les personnes avec un handicap, malvoyants ou autres, n'utilisent pas Internet, donc on n'a pas besoin de s'en soucier. Ça va rendre notre site moche, et on ne veut pas affecter l'expérience utilisateur. Quand on pense à accessibilité, on imagine une personne aveugle ou quelqu'un en fauteuil roulant. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais comme je vous disais, c'est bien plus vaste que ça. Ça ne concerne pas uniquement les personnes avec un handicap permanent. Et au fond, on a tous déjà été confrontés à des problèmes d'accessibilité dans notre vie. Que ce soit de façon temporaire, avec un bras cassé par exemple, ou alors on a perdu nos lunettes. Ça peut aussi être des problèmes situationnels, liés à l'environnement. Le fait d'être ébloui par le soleil par exemple. Ou alors être dans une bibliothèque, où on ne peut pas parler comme on veut, il faut rester silencieux. Ou encore avoir une connexion Internet très très lente. Tout ça, ça concerne l'accessibilité. Et puis il ne faut pas oublier qu'un jour, on va vieillir, enfin on vieillit tous les jours, et un jour on finira comme ça. Et donc les problèmes d'accessibilité, ça nous concernera tôt ou tard. Donc au final, rendre notre application accessible,
c'est tout le monde qui va pouvoir en bénéficier. Un autre point important, c'est qu'il ne faut pas voir l'accessibilité comme quelque chose à part. Ça regroupe tout un tas d'autres techniques pour permettre au web d'être meilleur, comme le mobile web design, l'indépendance au device, l'interaction multimodale, le design pour les personnes âgées, le SEO et bien plus. Et puis, il faut penser que demain, tout sera en ligne. Déjà, aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de services dématérialisés. Il faut comprendre que demain, ce sera encore pire. Peut-être que demain, on pourra faire notre carte d'identité en ligne, on pourra faire notre demande de passeport en ligne. Aujourd'hui, il faut encore aller aux mairies, mais ça va changer. Tout ça, ça va nous amener avec une application qui ressort mieux dans les résultats de recherche, dont les coûts de maintenance sont réduits, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas le refaire demain, qui va toucher une audience plus large, parce que comme je vous le disais, en France, c'est 17 millions de personnes, c'est 20% de la population, donc tout ça, ça représente un certain marché quand même. Et puis si on est une compagnie de e-commerce, 20%, bah, c'est quand même pas rien. Et surtout, ça va montrer qu'on a une compagnie qui se soucie de l'intégration sociale. Donc on voit bien l'importance d'avoir des applications accessibles à tous. Maintenant, quels sont les outils à notre disposition pour pouvoir y arriver? Alors, le W3C a rédigé des lignes directrices pour ça, pour nous aider. La version actuelle, c'est la version 2.1 qui a été rendue publique en juin de l'année dernière. Donc comme je disais, c'est une initiative du W3C par le WAI, donc la Web Accessibility Initiative. Ces lignes directrices sont organisées par principe, que l'on va voir juste après. Elles sont divisées par critères de succès, et ces critères de succès sont eux-mêmes classés par niveau de conformité allant de A à AAA. A étant la base de l'accessibilité et AAA le summum à atteindre. Alors, ces WCAG s'inscrivent dans un contexte global d'accessibilité. On a aussi les ATAG, donc les Authoring Tool Accessibility Guidelines, qui, elles, vont concerner tous les outils à la création. Donc ça veut dire que ces outils à la création, on va avoir des règles d'accessibilité à respecter pour les définir. Et côté utilisateur aussi, on va avoir aussi les User Agent Accessibility Guidelines, qui, elles, vont plus concerner les navigateurs Internet. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une garantie d'accessibilité de bout en bout de l'Internet. Alors, je vous ai mis une photo de ce à quoi ça ressemble si vous allez sur le site des WCAG. Donc, on a toute une liste comme ça de règles à valider. Donc, c'est un peu indigeste hein, si on prend ça comme ça. On a aussi des informations sur le côté pour nous dire comment y arriver et des exemples aussi de solutions. Alors, les critères de succès. Dans la version 2.0 de 2009, on avait 12 lignes directrices. Donc avec un total de 61 critères de succès. La version 2.1 rajoute une ligne directrice et 17 critères, ce qui nous fait un total de 78. Et donc, on voit sur ce tableau comment elles sont découpées. Donc on a 30 critères de niveau A, 20 de AA et 28 de AAA. Donc la France, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, on a une version française de ces guidelines, les RGAA, pour référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Qui parmi vous a déjà travaillé pour des sites gouvernementaux? Ok, donc tu dois être familier un peu avec ça. Donc, ce référentiel découle de l'obligation d'accessibilité imposée par l'article 47 de la loi du 11 février 2005, pour la petite info, donc qui est pour l'égalité des droits et des chances à la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ces référentiels reposent sur les WCAG qu'on a vus auparavant. Ce n'est pas une norme plus restrictive, mais ça apporte une méthodologie et un cadre opérationnel pour me permettre la vérification de ces standards internationaux. Donc ces référentiels servent de socle pour garantir l'accessibilité de tous les services en ligne de l'État. Et pour avoir un site accessible gouvernemental, donc que ce soit pour l'État ou les collectivités territoriales, il faut qu'au moins toutes les règles de niveau A et AA soient atteintes.
Donc les principes dont je parlais tout à l'heure, on peut les résumer avec cet acronyme. Pour le P pour perceptible, O pour opérable ou utilisable, le U pour understandable et le R pour robuste. Perceptible, alors ça veut dire que le contenu doit pouvoir être présenté de différentes façons, sans perte d'information ni de structure. Que tout contenu textuel doit avoir une alternative non textuelle, donc vous savez souvent pour les images, il faut utiliser une balise alt, pour les vidéos c'est pareil. Utilisable, donc le contenu doit pouvoir être navigable et accessible avec le clavier, en utilisant les touches Tab, Espace ou Entrée par exemple. Compréhensible, ça veut dire que le texte doit pouvoir être lisible et l'interface utilisateur facile à utiliser. Et enfin, le dernier point, robuste. Le contenu doit pouvoir être présenté de façon cohérente par le plus grand nombre de navigateurs et d'assistants technologiques. Alors comment on fait? C'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est pour ça que vous êtes là. Le point le plus important pour moi, c'est le titre de la page, parce que c'est l'un des premiers éléments que l'on va voir dans les résultats de recherche ou qui va être lu par les assistants auditifs. Alors, première librairie pour nous aider, c'est React Helmet, donc qui est supporté par la NFL. Je pense que le nom vient de là, d'ailleurs, ils ont peut-être été inspirés. Ça supporte tous les tags head valide, title, base, meta, link, etc. Ça supporte le server-side rendering, les nested components. Dans le même esprit, on a aussi React Document Title de Dan Abramov, donc l'un des principaux contributeurs de React. Ça supporte aussi le server-side rendering, c'est un peu moins paramétrable que celle que je vous ai présentée avant, mais on peut l'utiliser comme ici par exemple de façon globale sur tout notre site en englobant carrément le routeur, ou bien de façon dynamique en wrappant un component et en attachant le title avec le state. Donc comme ça, on change le titre de façon dynamique. La navigabilité. Alors, pour la gestion du focus, c'est très important car la navigation au clavier est très utilisée par les personnes avec un handicap, une déficience. Si on veut utiliser le focus sur un élément, il faut pouvoir passer directement dans le DOM, parce que React utilise un virtual DOM. Donc le fait de passer une référence, ça va nous donner un accès direct au composant et ça va nous permettre ensuite de placer le focus sur son composant, par exemple, lorsqu'il est monté. React Fragments, très important aussi parce que il a été introduit en version 16.0 et ça permet d'éviter d'ajouter des tags HTML inutiles. On aura tendance par défaut, à essayer de mettre à wrapper nos enfants avec des divs. Le problème, c'est que ça va ajouter un niveau dans le DOM. Et quand un utilisateur va vouloir naviguer avec son clavier, par exemple, eh ben, ça va un peu déstabiliser la navigation. Donc, on évite d'ajouter des tags HTML inutiles qui vont nuire à la navigation. Donc, un exemple à ne pas faire, par exemple. C'est quand même beaucoup mieux. On n'a pas notre div à la fin. Et avec Babel7, on peut même se passer d'appeler le fragment. On utilise la syntaxe courte, donc c'est encore plus rapide à écrire. Alors pour les titres. Pour les titres, j'ai un truc assez intéressant qui est apparu en version 16.3, c'est contexte. Alors qu'est-ce que c'est contexte? Ça permet d'éviter d'avoir à passer des attributs dont on va avoir besoin à travers toute l'application. Et par exemple, en ce qui nous concerne avec les titres, imaginons qu'on soit avec une application qui a beaucoup de texte, beaucoup de contenu, comme un blog par exemple. Eh bien, on n'a pas besoin de se soucier du niveau de titre dont on va avoir besoin.
Donc j'ai prévu une petite démo pour ça, je ne sais pas si je vais arriver à y accéder. Pas terrible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ou en tout cas c'est pas terrible. Je ne sais pas si je peux changer la couleur de l'éditeur. Quelqu'un sait? Non? Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait là? Sélectionne le texte pour voir si le lien est inversé. Yes, oui. Avec la souris. C'est pas beaucoup mieux. Non. Ok, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc en gros, là j'ai dans mon fichier index, donc avec donc l'instanciation de mon application, j'ai un fichier contexte dans lequel je crée mon contexte en appelant react.createContext, dans lequel je vais passer une valeur par défaut, ici en l'occurrence 2, parce que normalement on a déjà un niveau de titre dans notre page, donc on ne va pas avoir besoin de remettre un titre de niveau 1. Donc je crée mon contexte avec une valeur de 2. Ensuite, je crée mon provider et mon consumer que j'exporte. Et j'ai aussi un composant section que j'appelle dans mon application, donc avec un attribut titre et du contenu à l'intérieur. Dans mon composant sélection, je vais appeler mon consumer qui va me donner accès au contexte. Donc là, je vais récupérer ma valeur de 1. Donc ma première sélection va avoir une valeur de 1. Et dans cette section, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un composant titre, donc avec le niveau H1. Et dans cette section, je vais rappeler mon provider pour donner un contexte avec un niveau +1. Ce qui fait que le prochain élément qui appellera le contexte aura la valeur 2. Et du coup, ça va s'enchaîner comme ça, ainsi de suite. Je vais essayer de vous montrer, mais si vous n'arrivez pas trop à lire. Je récupère ma souris. Si je retourne dans mon fichier index, et tout simplement, je copie-colle ma section pour en créer une nouvelle. Là, je vais avoir un titre de niveau 2. Si je refais encore la même chose dans ma section, ça va s'incrémenter, etc. Donc voilà comment on peut utiliser le contexte. J'ai un autre exemple aussi avec les hooks, donc, qui devraient être introduits en version 16.8, qui sont en version alpha ou bêta actuellement, je ne sais plus exactement. Et donc là, on n'a même plus besoin d'appeler notre consumer. On a juste besoin d'appeler un hooks useContext avec notre contexte, et on va récupérer le niveau de titre déjà établi auparavant, et ça va nous permettre d'avoir le même résultat. Attention, live coding. Voilà. C'était assez rapide, mais c'est juste pour montrer que ça nous permet de gagner quelques lignes de code en utilisant les hooks. Donc ça pourrait être intéressant dans le futur. Je vais revenir sur ma présentation. Donc, point particulier, par contre, les attributs tabIndex et aria. Pour les tabIndex, donc comme en React, les attributs sont en camel case. C'est le cas aussi pour tabIndex, donc il faut bien faire attention à ça. Par contre, pour les balises aria, c'est pas le cas. Elles gardent le dash, donc un autre point aussi à faire attention. Quelques librairies intéressantes maintenant. React A11y. Alors, ça permet d'identifier les erreurs d'accessibilité dans React sur le composant. Comment ça se configure? C'est tout simple.
on a une partie de configuration qu'on va instancier avant notre application, dans laquelle on va définir les différentes règles que l'on veut rendre obligatoires. Donc par exemple le fait d'utiliser un alt sur les images, le fait aussi de ne pas avoir un redundant alt, donc ça veut dire ne pas avoir le mot image par exemple ou photo dans le alt. Click events, have key events par exemple, ça veut dire que sur un bouton, si on va avoir un élément on-click, on va devoir aussi mettre un événement sur le key, donc un key press, un key up, un key down, de façon à pouvoir naviguer au clavier sur cet élément. Donc voilà, ce dont je vous parlais par exemple. Si je fais ce bout de code là, je vais avoir un message d'erreur dans ma console qui va me dire que je dois passer aussi un autre event handler sur le un key down, un key up, un key press. L'un des trois, pas forcément les trois. Donc là par exemple, ça va fonctionner sans problème. ReactX, donc un peu similaire à la librairie dont je viens de parler, mais qui a aussi d'autres fonctionnalités intéressantes. L'une que je trouve intéressante, c'est pour le contraste. Si on a un beau bouton comme ça, là, gris, avec un texte un peu plus clair, on arrive à lire le texte. Alors je pense que vous deviez y arriver quand même un peu. En revanche, ça ne va pas être du tout accessible. Chrome va nous dire, ou n'importe quel navigateur, que voilà, on a un contraste de 2,74, alors que les règles du WCAG nous disent qu'il faut au moins un ratio de contraste de 3. Donc ça, c'est pour le niveau minimum. Hein. Il y a des niveaux au-dessus où c'est 4, 5, etc. Si vous n'aimez pas trop les erreurs dans les consoles, que vous êtes plus côté éditeur, on a aussi des linters. ESLint plugin JSX et 11y fait du linting statique. Donc, voilà par exemple comment on peut le configurer avec ESLint. Si là je définis une règle, comme j'en parlais tout à l'heure, image redundant alt, donc là si je mets un alt avec image, blabla, ça va me sortir une erreur de linting dans mon éditeur. Pardon. Il y a tout un tas de règles, ce plugin est vraiment très complet, je crois qu'il y a environ 40 règles possibles qu'on peut intégrer. React Area Live, alors celui-ci je ne l'ai pas trop utilisé. C'est un composant qui permet de diffuser des messages au lecteur d'écran quand du contenu est mis à jour sur la page. Alors on a une balise Area Live qui fait ça et qui prend 3 options possibles, off, polite et assertive, donc qui permet de définir le niveau de priorité du message. Et donc React Area Live est composé de 3 composants, donc on a Live Enhancer, Live Message, Live Messenger. Live Enhancer va être le composant qui va émettre le message, qui va lire le message, et Live Message, celui qui va tout simplement envoyer le message. Donc là, par exemple, sur notre state, j'ai envoyé à Live Enhancer une information pour dire que si mon state.11y message a changé, ça va envoyer un message auditif tout simplement à l'assistant. Donc, voilà pour le React. À propos de React Native maintenant, alors j'ai pas eu le temps de compléter cette partie-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà si vous voulez tester l'accessibilité sur mobile, vous n'allez pas avoir le choix d'activer TalkBack sur Android et VoiceOver sur iOS. React Native est bien fait, par défaut les fonts se scalent automatiquement, donc évitez de désactiver cette fonctionnalité. On va retrouver aussi le même plugin qu'on avait sur React.js pour le linting. Par contre, il n'y a pas autant de règles que sur la version web, mais au moins les plus importantes sont là. Et enfin, donc là on sort un peu de la partie React, c'est plus des outils pour vous aider à l'accessibilité. Chromebox tout d'abord, qui est un plugin pour Chrome. Alors c'est pas mal, donc c'est un lecteur d'écran, hein, ça va vous dire tous les éléments qui sont à l'écran, tout le contenu qui s'affiche sur votre écran. Le seul problème, c'est que je pense que c'est plus un plugin qui est fait pour les personnes avec un handicap, parce qu'il n'y a pas de switch facile pour désactiver cet outil, il faut carrément désactiver l'extension. Donc c'est vraiment pas pratique.
NoCoffee, donc un plugin Chrome aussi qui permet de simuler les problèmes de vue. Donc on va avoir un ensemble de filtres qu'on va pouvoir régler avec différents curseurs pour modifier comment ça va apparaître à l'écran. Wave. Alors Wave, c'est un service en ligne qui prend en paramètre une page web. Donc vous allez donner une URL par exemple, et puis ça va vous donner toutes les erreurs d'accessibilité qui sont sur cette page. Donc c'est intéressant si vous voulez faire de l'audit. Et WebIM propose aussi un contrast checker. Donc j'ai fait un petit test par exemple avec les couleurs de cette démo. Donc blanc sur noir c'est assez facile, mais on peut voir par exemple que voilà, on a un contraste de 15 et que ça valide les différentes règles AA et AAA du WCAG. Un autre outil intéressant que j'ai trouvé aussi, peut-être que vous connaissez, c'est la console de debug de Chrome qui propose un... Oula, c'était pas ça, pardon. Okay. Voilà, donc dans votre console, vous avez tout un ensemble d'audits, dont l'accessibilité, et ça va vous sortir un score sur 100 de l'accessibilité de votre site. Donc là, j'ai fait le test avec le WCAG, donc on a un score de 89, ce qui est pas mal, mais c'est quand même pas parfait pour un site qui prône l'accessibilité. Même Amazon fait mieux, hein. J'ai fait le calcul avec Amazon, ils ont 93%. Donc on sent qu'ils sont vraiment au taquet sur l'accessibilité et qu'ils cherchent à atteindre le plus de monde. J'ai fait le test aussi sur d'autres sites gouvernementaux. Le site des impôts à 92%, je pense qu'ils ont un intérêt aussi à le faire. Par contre, pour d'autres sites plus territoriaux comme la ville de Nantes, là je suis qu'à 68%. Pardon. Donc il y a encore des efforts à faire. Je vais y arriver. De toute façon, c'est la fin. Voilà, je vous ai présenté plusieurs choses. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez plusieurs outils à utiliser, c'est assez simple. Il y a juste à s'y mettre. Donc voilà, allez-y. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vas-y. Il y avait une période, ouais, en effet, ça remonte à quelques années. Maintenant, c'est vrai qu'avec tous les frameworks qu'il y a, je pense que tout le monde s'est mis au JavaScript et faut croire que ce qu'on se disait à l'époque, ça n'a plus de valeur aujourd'hui, je ne sais pas. D'autres questions, non? Bon, bien, merci à tous. Je passe la parole à Florent. Ouais. Ok, c'est bon, je suis prêt. Désolé. Ok. Je ne vais pas parler avec le micro car j'aurais besoin de mes mains, normalement. Donc je vais essayer de parler fort si jamais il y a un problème d'audition, vous me dites. Donc oui, je vais vous parler moi, de Draft.js et l'utopie du traitement de texte sur le web. Donc je vais faire d'abord une petite présentation du traitement de texte sur le web, comment ça est apparu, et après on va parler de Draft.js. Donc pour me présenter, moi je suis Florent Duvaux, je travaille chez KissKissBankBank, je fais du JavaScript. Je suis de Paris et je vais bientôt m'installer à Nantes, donc aussi ma présence ici ce soir pour vous rencontrer. Alors, s'il fallait retenir qu'une chose de ce talk, c'est que si vous pouvez utiliser un texte area, utilisez un texte area, ce sera beaucoup plus simple pour vos développements. Ça fait plein de choses et c'est vraiment cool. Et si on ne peut pas utiliser un texte area, on va commencer à utiliser des choses comme ça. Donc, en fait, pour la petite histoire, dans les des années 2000, je faisais du développement web et je me suis dit, je vais développer un blog. On va essayer de se faire un petit blog. Et quand on fait un blog, souvent, on veut éditer du texte pour afficher des articles. Et donc, je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais avoir pour pouvoir éditer du texte. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet et je suis tombé sur ça. Est-ce que quelqu'un connaît cette interface? C'est ce que c'est? Ouais, c'est CK Editor. Donc, c'est une vieille version de CK Editor, mais c'était à l'époque c'était un peu le seul, ou un très important. Il date ça apparaît en 2003, CK Editor. Donc,
Donc voilà, j'ai mis CK Editor et j'ai commencé un peu à tester. Donc on était à mi des années 2000, donc ce n'est pas le CK Editor d'aujourd'hui. Donc la première chose que j'ai vue quand j'ai utilisé ça, c'est que c'était hyper lourd à mettre en place et ça prenait beaucoup de place sur mon bundle. Enfin, parce qu'il y avait bundle à l'époque, je ne pense pas. C'était très magique, ça avait des choses assez incroyables, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et surtout, le résultat était vraiment bizarre parfois entre ce que j'éditais et ce que ça s'affichait sur l'écran. Donc c'était moyen. C'était moyen et du coup, je me suis un peu posé, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, en fait, comment ça fonctionne cette édition de texte, comment ça marche. Donc j'ai cherché un peu sur Internet et puis je suis tombé sur ça. Est-ce qu'on vous voyez un peu le code? Vous voyez les balises? Ça va? Ouais, bof. Bon, on va essayer comme ça. Si vous ne voyez pas, vous me dites parce qu'on va y en avoir du code. Donc je suis tombé là-dessus et je suis tombé sur la propriété design mode de document. Je ne sais pas si vous la connaissez. En fait, c'est très simple. En JS, on fait un document. Ah oui, il faut que je me mette là. En JS, on fait un document.designMode à on. Et tout d'un coup, notre document devient éditable. On peut l'éditer. On peut éditer, on peut créer la liste, etc. Donc finalement, c'est assez magique. On a un truc qui permet de switcher entre du non éditable et d'éditable. Donc j'ai fait OK, pourquoi pas. Mais c'est comme un peu overkill. Enfin, moi, j'ai pas envie d'éditer tout mon document. Je veux éditer des parties précises de ma page. Donc j'ai encore cherché un peu. Et je suis tombé sur le Content Editable. Est-ce que quelqu'un connaît aussi Content Editable? Ouais, un peu. Content Editable, c'est un peu comme le design mode, sauf qu'on peut vraiment targeter des divs, enfin, ou des éléments HTML, ce n'est pas forcément que des divs. Et du coup, là, par exemple, j'ai une div avec contentable égale true. Et du coup, je peux éditer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, ça garde le style ici, par exemple, c'est en italique, je tape, c'est en italique. Je peux faire la commande undo redo, ça fonctionne, c'est super. Mais moi, j'aimerais bien aller un peu plus loin et je me dis, j'ai envie d'avoir des petits boutons pour faire des actions, si j'ai envie de mettre un texte en gras, en italique, etc. Donc j'ai encore un peu cherché et je suis tombé sur le exec command et le query command state. Alors là, c'est encore mieux. C'est que du coup, j'ai un petit code JS. Vous voyez Non, personne ne voit en fait. OK. Si ça aborde quelque chose, sinon je vais essayer. C'est beaucoup mieux? Super. Bon, parce que sinon on était vraiment mal barré. Donc j'ai une petite fonction doBold qui fait un document.execCommand à bold. Et ici, je regarde je regarde le state de ma sélection, si elle est à bold ou pas à bold. Donc cette petite fonction, je l'appelle ici onClick de mon bouton bold. Donc en fait, je vois que quand je clique ici et que je clique sur mon bold, hop, ça passe en bold. C'est génial. En fait, c'est hyper simple. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite question qui apparaît là, quand vous regardez ça? Une question que tout le monde devrait se poser. Ça ne change pas ton code HTML? Strong ou B? C'est ça la question. Déjà, ah! Spoiler. Est-ce que ça met du strong ou est-ce que ça met du B? Parce que finalement, on n'en sait rien. Et effectivement, ça change du code HTML, mais qu'est-ce que ça fait? En fait, la réponse, elle est celle-ci. Donc, Data Explorer fait du strong et les autres font du B. Donc déjà, OK, c'est pas top. Et quand on commence à lire un peu la doc sur Mozilla, on se rend compte en fait qu'il y a plein de choses comme ça. Donc en fait, on se rend compte que l'API execCommand est juste super chelou et que c'est implémenté un peu n'importe comment. Il y a plein de trucs qui ne sont pas supportés par certains navigateurs, d'autres oui, d'autres je ne connaissais pas le point d'interrogation. On ne sait pas trop. Et en fait, il y a une raison derrière tout ça. Il y a une raison, hein, c'est que en fait, execCommand et Content Editable n'ont juste pas de spec. Il n'y a aucune spec qui existe. Donc là, je me dis, OK, comment ça se fait qu'un truc qui est utilisé depuis super longtemps, qu'on peut utiliser, n'a pas de spec? Comment ça se fait? Donc du coup, je vous propose de revenir un peu en arrière et de faire un peu d'histoire de l'Internet pour comprendre où on en est, comment on en est arrivé là. Donc on va partir en 1999, à l'époque de IE 5.5, pour ceux qui s'en rappellent. Donc à l'époque, c'était IE qui était un peu hégémonique. Microsoft était encore le maître du monde à cette époque-là.
Et il y a un développeur ou une développeuse, on ne sait pas, qui décide de se dire ce serait cool d'implémenter quelque chose qui puisse éditer du texte dans une page HTML. Donc il fait ce développement et puis c'est tout en fait. Il ne fait pas de spec, il ne fait rien, il fait juste son code dans son coin et Internet Explorer, de toute façon, à cette époque-là, les standards ils s'en foutent, de toute façon ça n'existe pas trop. Donc il développe et tout se passe bien. C'est pas hyper utilisé, je pense, jusqu'au milieu des années 2000, où en fait on voit arriver la contre-attaque du monde libre avec Firefox qui commence à essayer de revenir pour essayer d'imposer les standards et essayer de faire évoluer le web. Et donc c'est à cette époque, en 2005, qu'une personne chez Opera, qui s'appelle Anne van Kesteren, qui est un Hollandais, je le prononce très mal je pense, donc arrive chez Opera. Cette personne-là, elle est assez connue aujourd'hui, elle fait pas mal de standardisation du web. Celle notamment qui a fait la spec pour XML, HTTP Request par exemple. Elle est chez Mozilla aujourd'hui. Elle travaille chez Mozilla, mais à l'époque, elle vient chez Opera. Et chez Opera, il y a une autre personne qui s'appelle Yann Eriksson, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait aussi beaucoup pour les standards du web. C'est lui qui a créé les tests acides pour vérifier si une page suit les standards du web ou pas. HTML en tout cas. Et bref, donc Yann Eriksson qui s'occupe du développement d'Opera dit à Anne, débug-moi ce content table et on va l'implémenter sur Opera. Donc Anne se met en route et voilà ce qu'il dit sur son blog de l'époque sur content editable. Donc pour résumer, c'est que c'est de la merde. Ça marche, mais c'est vraiment horrible. Donc il débug parce que du coup c'est du rétro-engineering qu'il fait. Il n'y avait pas de spec, donc il essaie de tester les choses. Il pose la question à la communauté, comment ça fonctionne. Enfin voilà, il essaie de trouver quelque chose. Il fait un document draft qui reste au niveau draft. Mais c'est un premier jet sur comment fonctionne content editable et exec command. Donc à travers ce draft, en fait, les autres navigateurs vont commencer à implémenter ce content editable, mais du coup un peu selon leur inspiration, selon leur interprétation de la chose. Donc il n'y a toujours pas de standard. Donc en fait, pour essayer de trouver un standard, il faut remonter encore à 2004. Donc ce fameux Yann Eriksson, qui est aussi le créateur du What Working Group. Donc le What Working Group, c'est un groupe de travail qui s'occupe vraiment de standardiser le HTML. Son but, c'est vraiment le HTML. D'ailleurs, le W3C s'est inspiré très fortement des travaux du What Working Group pour le HTML5. Alors bref, il y a une petite guerre entre les deux, c'est assez marrant. Mais en 2004, donc, Yann Eriksson veut implémenter ce fameux content editable exec command dans Opera, et du coup, il crée ce groupe, donc qui est un peu à l'origine de la standardisation du web. Donc, on peut se dire que c'est un peu grâce à content editable que le web est plus standardisé aujourd'hui qu'il y a avant. Donc, il crée ce groupe, donc il a demandé à Anne, on a vu, le draft, etc. Ça n'a pas forcément marché. En 2011, 2010-2011, il y a un autre développeur qui arrive et qui, lui, va vraiment, au sein du groupe, essayer d'écrire un standard. Donc, pendant un an, il essaie d'écrire ce standard. Donc, vraiment, c'est en tant que bénévole, ce n'est pas son taf. Et il sort un premier papier qui est vraiment bâché par le W3C, qui lui reproche d'avoir travaillé en solo. Et aussi que du coup, il y a plein de choses dans lesquelles ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il a fait. Donc lui, ça l'a un peu blasé et du coup, il est parti chez Google, il a arrêté son travail. Donc c'est assez marrant, si vous voulez regarder, du coup, dans les archives du web, on voit encore les messages qui se donnaient, qui s'envoyaient, c'était assez marrant. Mais du coup, ça retombe un peu aux oubliettes. Les années passent, il y a le W3C qui commence à vraiment standardiser le HTML et qui reprend le travail du What Working Group. Et du coup, le W3C dit « Ok, bon, maintenant, on va une bonne fois pour toutes régler cette affaire et on va créer la Editing Task Force ». Donc là, c'est vraiment des développeurs de chez Google, de chez CK Editor et d'autres indépendants qui se regroupent et qui disent « Bon, maintenant, on va essayer de faire un document de travail et on va sortir un standard pour ce truc-là parce que ça, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça ». Donc ils sont hyper motivés, ils se font un super rendez-vous à Paris, chez Mozilla, ils parlent, ils font des news, ça marche super bien. Ça, c'était leur newsletter au début, donc ça s'envoie plein de messages, il y a vraiment une émulsion des cerveaux qui se fait. Et le temps passe, et on arrive en 2019, et voilà à quoi ressemble leur mailing list. Donc ça, c'est le dernier message date de novembre 2018. Donc officiellement, c'est pas mort, mais dans les faits, en fait, ils ont abandonné les games. Ils ont vu que ils n'y arrivaient pas. Donc on peut se demander pourquoi, mais
qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas faire une spec là-dessus? On est arrivé pour d'autres choses. Donc il y a plusieurs raisons en fait. Déjà la première qui est assez simple, c'est qu'il n'y avait pas de spec à la base. C'est difficile de faire un standard sur du on imagine que, rétro-engineering, etc. L'API était non fiable dans le sens où quand on faisait exec command bold, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière, on ne savait pas ce que ça faisait. Et on ne pouvait pas se fier vraiment à cette API. L'API était de très très haut niveau, donc elle n'était pas très extensible. Exec command .bold, enfin, c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? On ne sait pas ce que ça fait, c'est hyper haut niveau quand on y pense. Aussi, quand on pense au scope de ce que représente l'édition de contenu, c'est aussi assez énorme. Il y a plein de choses, il y a la gestion du keyboard, la gestion de la sélection, le undo-redo, avec l'arrivée des mobiles, le clavier virtuel, etc. Enfin, c'est un scope énorme en fait, ça regroupe énormément de choses. D'ailleurs, ils commencent à essayer de séparer, par exemple, une sélection API, je crois, qui est apparue, qui a été sortie du scope de l'editing task force, pour en faire vraiment un standard à part, un standard de la sélection. Et aussi le fait d'assurer une rétrocompatibilité de 20 ans, parce que ça date de quand même fin des années 2000. Le web a grossi, il y a plein de sites qui utilisent ces content editable et exec command, et don't break the web, donc faut pas, si on veut faire un spec, il ne faut pas tout casser le legacy. Donc ça aussi c'est hyper compliqué parce que du coup il y a plein de gens qui ont leur mot à dire et qui ont leur petite idée sur comment ça devrait être. Voilà, donc en fait c'est pas si simple que ça. Et du coup comment font les CK editors et compagnie pour arriver à faire de l'édition? En fait c'est assez simple. La première chose qu'ils font c'est qu'ils gardent le content editable. Parce qu'en fait à réécrire cet input content editable c'est juste hyper compliqué. Si vous arrivez à le faire, faites une conf dessus, envoyez ça à Google et vous serez forcément embauché parce que beaucoup de gens, enfin même moi, moi aussi j'ai essayé de le faire et on se rend compte en fait, que c'est hyper compliqué. Donc ils gardent ce content editable, par contre ils réécrivent toute l'API de exec command. Donc ils ont en fait, ils ont pris une par une les fonctionnalités, ils ont réécrit pour if Safari, if Chrome, if Firefox, etc. Donc c'est vraiment un travail c'est vraiment un gros travail. Ça peut entraîner plein de bugs, ça peut entraîner plein de bugs. Et la question c'est pourquoi ils se sont embêtés à faire ça en fait. Et je pense qu'en fait pendant longtemps ces éditeurs ils ont espéré qu'un standard émerge et qu'ils arrivent à nettoyer petit à petit le code dans le même temps que le standard arrive. Mais il y a un moment en fait où ils ont abandonné, ils ont fait non c'est pas possible, on va pas pouvoir continuer comme ça. Donc il y a eu une nouvelle génération d'éditeurs qui est apparue au milieu des années 2000. Donc il y a le CK Editor 5 par exemple, aujourd'hui il y a deux CK Editors qui évoluent en parallèle, il y a le 4 et le 5, qui ont vraiment des deux corps différents, deux stratégies différentes. Le Tiny MCE c'est la même chose. Il y a des nouveaux qui sont arrivés, Cool, etc. Ils ont tous à peu près la même philosophie. On se dit qu'on a le input d'un côté, le content editable, ça on le garde, on sait qu'on va faire avec, même si ce n'est pas parfait, au moins ça fait quand même plein de choses. Et d'un autre côté, on a le DOM, donc on va arriver à un DOM comme ça. Et du coup, entre les deux, on va mettre un data model. Donc ce data model, c'est le content editable qui va modifier ce data model, et le DOM va se reposer vraiment sur ce data model pour se rendre. Donc en fait, il y a vraiment une plus grande maîtrise de ce qu'on fait. Ce n'est pas un concept de malade, mais c'est juste qu'ils essayaient autrement à un moment, et là, ils ont dit stop, et on va faire ça comme ça. Et donc, dans tous ces nouveaux rich text, oui, parce qu'on ne dit plus WYSIWYG, on dit rich text editor maintenant. C'est moins moderne de dire WYSIWYG. Et surtout, en fait, on sent qu'il y a une philosophie différente. On arrête d'essayer de faire du Word et on passe à un truc un peu différent, qui est d'enrichir le texte au niveau du web. Donc, dans cette nouvelle génération, il y a Draft, voilà, il arrive, il est là, qui a été développé en 2016 donc par Facebook et qui est donc un rich text editor pour React. Voilà. Le lien avec le meetup de ce soir, il est là. Donc c'est un projet comme tous les projets comme beaucoup de projets de Facebook qui est en production, qui a été fait du coup pour répondre à des problématiques chez Facebook. Et notamment, il est par exemple pour partager du contenu, pour Messenger, où quand on met des petits arrobas, des petits hashtags, on voit que ça fait des choses, ça s'enrichit. Voilà, ça c'est Draft.js qui permet de faire ça.
Donc c'est une lib qui a comme dépendance React, mais qui a aussi comme dépendance Immutable de Facebook aussi. On verra que ça a des impacts. Les gens utilisent Immutable dans leur projet. Voilà, bon bah vous, ça va. Pour les autres, ça alourdit beaucoup votre bundle. Mais bon, on verra ce que ça fait. Mais là, on va regarder un peu plus du coup, comment marche ce data model de Draft, comment il fait pour arriver à enrichir ce texte. Donc c'est plutôt assez simple, on a tout en haut, ce qui englobe tout le texte qu'on appelle l'editor state, donc c'est vraiment la gestion de l'état de mon texte, qui a deux composantes, qui a la gestion de l'état de mon contenu et la gestion de l'état de ma sélection. Dans cette gestion de l'état de contenu, on a des blocs, donc c'est les carrés rouges, donc chaque carré rouge est un bloc. Ce bloc est défini par un type, donc ça peut être du H1, du P, etc., et par des styles. Donc ça peut être un ou plusieurs styles. Un bloc n'a qu'un type, mais il peut avoir plusieurs inline styles. Donc ça peut être du gras, du l'italique, etc. Il a aussi ce qu'on appelle des entités, on y reviendra un peu plus tard, c'est du texte un peu plus enrichi. Voilà. Et il faut savoir que donc, chaque modification de cet editor state en fait, entraîne une nouvelle copie. Donc d'où Immutable qui est utilisé pour ça. Et on verra que c'est aussi une petite implication dans la gestion de l'API de Draft.js. Donc maintenant, on va aller voir du code. Vous voyez un peu, ou c'est un peu petit? Je ne suis pas sûr que je puisse. Je crois que ça ne marche pas. Ah si, excellent. C'est mieux là? Vous voyez tous? Donc ce que je vais vous dire, ce que j'ai fait, là, c'est l'implémentation la plus simple de Draft.js. C'est donc tout part d'un composant qui s'appelle le composant editor qui est ici. On lui met un editor state qu'on définit dans le state là, qui est vide pour l'instant. Ici, j'ai mis un petit helper en fait, qui me permet de vous montrer le data model. Donc c'est la version JSON du data model, sachant que le data model, quand il est géré par Draft, c'est un objet immutable. Mais là, c'est pour vous montrer un peu ce qui va se passer. Et voilà, c'est tout. Et quand on change, il y a un callback de onChange qui se déclenche ici et qui remet le state avec le nouvel editor state. Donc en fait, Draft.js, quand on l'instancie, c'est comme ça. Et quand on tape du texte, on voit que ici, le texte change. Donc c'est pas hyper fun, hein, ça fait pas rêver. C'est pas plug and play. C'est pas un truc comme Editor où tu le branches et tu as toute ton interface qui apparaît. Mais on verra que c'est assez intéressant parce que du coup, c'est assez bas niveau et on va pouvoir l'enrichir petit à petit et faire vraiment des choses sympas. Déjà, la première chose que j'aimerais faire, c'est par exemple pouvoir gérer mon keyboard, arriver à faire des choses avec mon keyboard. Donc pour ça, on va passer ici. Donc là, ce que j'ai fait par rapport à précédente slide, c'est juste ajouter ici le handle key command. Et ce que ça fait, c'est que ça prend la commande ici, ça prend l'editor state et ça retourne à un nouveau state. Donc on voit que Draft.js émet un objet qui s'appelle richUtil, qui est hyper intéressant parce que ça nous permet de faire plein de trucs facilement. Et donc rien que ça, si vous voulez qu'on revienne après en détail sur ce que ça veut dire, on va revenir, mais il faut dire grosso modo que ça permet d'activer la gestion des keyboards. Et maintenant, quand je tape hop, et que je mets un commande M, B, hop, voilà. Et donc là, on voit qu'il y a un inline style qui est apparu de style bold avec un offset et une longueur. Donc c'est comme ça qu'il définit que tel texte de mon bloc va être bold ou pas. Si je mets par exemple là en italique, hop, vous voyez, il y a italique qui est arrivé et voilà. Donc c'est comme ça que Draft.js gère ses styles. Et maintenant, j'aimerais bien aussi faire la même chose, mais avec des boutons. Parce que pour moi, c'est sympa aussi les boutons. Donc là, j'ai mis deux boutons. Un bouton qui va changer mon type. On voit que par défaut, le type est unstyled. Ça veut dire div, en fait, c'est une div. Et j'ai un bouton pour faire du bold. Donc en fait, j'ai deux boutons ici. Et quand je clique, j'ai pareil, une fonction de richUtil qui permet de faire un toggle sur
sur le style ou sur le bloc. Donc là, par exemple, je mets le style bold et je mets le header 1 qui correspond à H1 en fait. Donc quand je commence à taper là et que je fais H1, hop, on voit que le type est passé à header 1, ça me met en H1 et je rajoute du B. Bon, moi du coup, on ne le voit pas trop. Je vais mettre de l'italique, ça va être plus sympa. Non. Quoi? Bon, je ne vais pas mettre d'italique, mais vous voyez un peu le truc. Donc voilà. Donc en fait, on voit que Draft a pas mal de helpers et il prend par défaut pas mal déjà de div en fait. Au niveau des blocs, vous voyez, c'est tous les blocs qu'il prend par défaut, qui sait gérer par défaut. Donc il y en a un petit peu, mais ce n'est pas non plus tous les tags HTML du monde. Et pareil pour le style, en fait, il ne prend pas énormément de styles différents, il n'y en a que 4. Donc en fait, on va voir comment on fait pour enrichir ces valeurs qui arrivent de base avec Draft pour créer des trucs personnalisés. Donc là, par exemple, je voulais faire du texte barré. Donc c'est le strike. Et donc ce que je fais, en fait, je fais la même chose. Ici, je mets mon style. Par contre, je définis que ce style-là sera avec du style. Donc là, c'est vraiment du style inline qui est injecté dans la base HTML qui sera line source. Et donc, en fait, ce style map, on le met dans notre éditeur ici. Et du coup, on peut définir plein de styles différents. Donc, on peut vraiment imaginer tous les styles différents avec plein de règles CSS qui sont impliquées pour ces styles-là. On peut aussi changer le bloc. Donc, vous voyez, je crée par exemple un bloc header. Quand je clique, ça me met header, mais d'une manière que moi j'ai définie parce que j'ai dit que header, ce serait ça. Donc en fait, c'est encore assez simple. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une block render map et on étend, donc là on voit du immutable, on étend ça par un block render map custom qu'on a créé, où là j'ai défini que header, ce serait une balise header. Et donc quand je clique là et que je change mon bloc de type header, là on voit que du coup il est en header, et bien ça met le header. J'ai dit beaucoup de fois header, c'est un peu agaçant. Voilà, mais on peut aller encore plus loin en fait. Parce que moi, je n'ai pas forcément envie de mettre un élément header, j'ai envie de créer un truc un peu plus riche. Et donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est et là je fais ça et oh, j'ai un super header qui apparaît. Donc en fait, ce que j'ai changé seulement, c'est que maintenant, mon header, c'est plus une balise header, mais c'est un composant React. Et on voit que mon composant React, ah oui, juste parenthèse, j'utilise Semantic UI React. Et c'est génial pour faire des composants rapidement, enfin pour faire une page rapidement. Voilà. Du coup, c'est vraiment un composant où je lui mets plein de choses et je mets mon shield run à l'intérieur qui est donc le texte, mon bloc. Et très facilement, en fait, je peux vraiment enrichir et faire un header comme j'ai envie qu'il soit, grâce à React, grâce au composant React. Donc on peut faire un composant React custom qu'on peut intégrer dans notre Draft.js et ça marche comme sur des roulettes. Après, on va aller encore un peu plus loin et on va voir ce qu'on peut faire avec les entités. Donc là, par exemple, j'ai créé un petit bouton pour ajouter du contenu média. Et quand je clique, hop, j'ai ma petite balise vidéo qui apparaît et après, je peux jouer le contenu sans problème, etc. Donc là, je vais vous montrer le résultat et après on va en parler. Là, j'ai créé une entity map de type média avec un data qui est de HTML et qui est mon iframe. Et on voit qu'ici, j'ai un bloc atomique qui n'a rien. Par contre, il a un entity range avec la key 0 qui correspond en fait à la key de mon entity map. Et ce que va faire Draft, c'est qu'il va dire que c'est la subtilité du type atomique. C'est qu'en fait, il va dire atomique, ça ne prend pas de valeur, mais ça va se baser sur des datas qui viennent, par exemple, des entities. Et au niveau du code, là, ça commence à devenir un peu complexe parce que c'est l'API de Draft qui est un peu verbeuse. Mais on voit que du coup, là, je crée mon input
avec l'URL. Quand je clique, ça fait un insert media. Et l'insert media va prendre mon content state d'après mon editor state, donc mon content state courant. Il va appeler Embedly. Je ne sais pas si vous connaissez Embedly, c'est une API où vous lui lancez une URL de YouTube, de ce que vous voulez, et ça vous retourne le HTML embedded en fait. Pour faire de l'embedded très facilement, c'est super cool. Bref, je récupère mon HTML et je vais créer une entité d'après mon content state. Donc encore une fois, ça va retourner une nouvelle copie de mon content state avec l'entité. Je vais récupérer la clé de cette entité, donc qui est 0. Et je vais créer avec atomic block utile, je vais insérer un bloc atomique avec mon entity key. Ça paraît un peu complexe pour ça, mais quand on commence à réfléchir, à l'utiliser, ça commence à devenir de plus en plus clair. Mais au début, c'est c'est pas forcément évident. En gros, c'est que des nouvelles copies, des copies, des copies, des copies, et on arrive à insérer un bloc de type atomique avec cet entity key. Et donc, du coup, des blocs, on peut en insérer autant qu'on veut. Par exemple, là, je change ça par ça. Et du coup, ça va me recréer un autre bloc, etc., etc., etc. Et en fait, j'ai oublié peut-être de vous dire, mais du coup, ici, j'ai un bloc render fonction. Et lui, il va itérer sur tous mes blocs. Et quand il va y avoir un bloc de type atomique et qui est de type média, alors il va retourner à la place du contenu, il va retourner le composant qui est celui-là où j'injecte de manière dégueulasse mon iframe. Voilà, comme ça. Donc en fait, assez facilement, on peut finalement insérer dans notre texte des contenus médias, des images, etc. C'est assez simple. Mais il y a d'autres choses assez sympas encore avec GraphJS. On va voir. Ça, c'est les décorateurs. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant. Enfin, c'est ce que fait Facebook pas mal. C'est qu'on aime bien que quand on rentre, par exemple, une URL, et ben voilà, ça commence à s'enrichir et à vraiment créer le lien autour de cette URL. Et quand on clique ici, du coup, ça affiche Google. Petite parenthèse, vous voyez que il y a un mode édition et un mode lecture. En fait, on peut très facilement passer de mode édition à mode lecture avec GraphJS. En fait, ça apparaît rien, mais c'est hyper puissant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pages qui ont un contenu statique et d'un clic, le passer en contenu éditable et éditer à la volée notre texte et repasser en mode normal. Enfin, dans des cas d'utilisation, ça peut être hyper intéressant quand on veut, quand on a un blog et qu'on veut éditer directement. Donc ça, comment ça marche? C'est grâce à un truc hyper puissant sur GraphJS, ce sont les décorateurs. Donc un décorateur, c'est quoi? C'est une stratégie qui dit en fait à quel moment le décorateur va s'enclencher et un composant. Donc cette stratégie et ce composant, en fait, on l'instancie ici, où on voit que dans notre state, on peut définir des décorateurs. Et on peut en définir à l'infini, c'est un tableau de décorateurs. Et grosso modo, ce que ça dit, c'est quand tu trouves… Donc à chaque fois que je tape ici, ça va réitérer dans ma stratégie. Et dès que la stratégie match avec un lien, alors mon lien, alors le texte, du coup, je vais l'enrober de mon composant React. Ce qui permet de faire des choses assez puissantes et notamment, par exemple… Alors ne prenez pas du tout en compte cette regex pour déterminer des liens et tout pourri. Mais c'est juste pour l'exemple. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que au niveau de notre data model, en fait, c'est invisible, c'est fait à la volée. Donc, ce n'est pas une information qui est enregistrée dans notre data model, c'est une information vraiment que GraphJS donne à notre content state à la volée. Et en fait, quand on a commencé à rentrer là-dedans, on peut se rendre compte qu'on peut faire vraiment n'importe quoi, ce qu'on veut. Par exemple, là, je me suis dit, je vais faire un truc où, si je tape… hop, et là, je mets un hashtag. Ah. Voilà.
tags ça a changé, je clique dessus, et en fait, j'ai un petit serveur qui va récupérer le dernier tweet correspondant à ce tag, s'il veut bien, et il va l'afficher. Voilà. Bon, il y a un petit problème de... Mais du coup, c'est hyper cool parce que du coup, enfin, tout est composant React, donc on peut faire vraiment tout. On peut vraiment étendre le truc à l'infini et faire... quand on sélectionne un texte, ben, on a, grâce au décorateur, on a, par exemple, à la médium, une petite barre qui s'affiche et qui va éditer notre texte. Donc, c'est vraiment, vraiment puissant. Voilà. Donc, ça, c'était les principaux exemples. Donc, moi, ce que j'en ai retenu, en tout cas, après avoir utilisé DraftJS, c'est que c'est vraiment une API de bas niveau. Enfin, je sais pas, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais en gros, de ce que j'ai montré, mais c'est vrai que c'est assez... Enfin, la ligne d'apprentissage, elle est assez complexe. Ce n'est pas évident à prendre du premier coup. Mais le truc hyper puissant, c'est que grâce à React, on peut vraiment faire des choses incroyables. Et quand on a compris la philosophie de DraftJS, finalement, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. De ce que j'ai aimé de DraftJS, donc c'est tout ce que je viens de dire. Donc elle est open source, évidemment, il y a 15 000 stars sur le repo GitHub. Le projet est hyper actif. On peut étendre DraftJS à l'infini, en fait, au début, c'est un truc assez vide, mais qu'on peut vraiment étendre hyper facilement et comme on a envie de le faire. L'apport de React, ça c'est vraiment, les deux, ça match mais tellement bien. De ce que j'ai pas aimé, c'est que l'API n'est pas totalement mature, il y a encore des trucs un peu bizarres. Parfois, on met une instance de composant, parfois on met la fonction, enfin, on sent que c'est pas encore hyper fini. La doc, elle est vraiment, bon, là je l'ai mis très moyenne, mais honnêtement, elle est pourrie. C'est très difficile de s'y retrouver, il y a très peu d'exemples et d'explications. C'est encore en bêta, c'est pas la version 1, elle n'est pas encore sortie. Ils ne prennent pas, par exemple, support du mobile. Donc ça ne veut pas dire que ça ne marche pas sur mobile, c'est-à-dire que s'il y a un bug sur mobile, ils ne vont pas le prendre en compte. Parce que c'est hyper compliqué, en fait, à tout gérer. Mais ils y travaillent. Alors, Immutable.js, bon, pour ceux qui l'utilisent, c'est cool, ça ne leur dit pas, mais pour ceux qui ne l'utilisent pas, je trouve que importer Immutable.js avec GraphJS, ça a vraiment un coût. Il n'y a pas de système simple de plugin. On aurait pu penser qu'il y avait avec des systèmes de plugins qui auraient pu, du coup, les communautés créer des petits composants et on peut les mettre très facilement dans DraftJS. En fait, ils n'ont pas encore pensé à ça. Il y a un projet qui existe qui s'appelle DraftJS Plugin qui a été fait par Nick Graff, donc qui fait pas mal de conf et qui maintenant est parti sur Reason. Mais ça permet en fait d'intégrer assez facilement plein de petits plugins comme ça, les emojis, etc. Je ne conseille pas d'utiliser parce qu'il est hyper... Enfin, il lit énormément votre code. En fait, une fois qu'on utilise DraftJS plugin, on ne peut plus utiliser des décorateurs, tout ça. Il faut vraiment être dans le système plugin. Mais il y a un petit espoir, c'est que Julian Boulian a repris le projet et a plein d'idées pour faire une API beaucoup plus souple. Ce n'est pas encore sorti, mais bon, j'espère que ça va arriver un jour. Donc en attendant, je ne suis pas vraiment fan. Il y a forcément des éditeurs qui sont basés sur DraftJS pour créer des choses. Donc si vous avez envie d'avoir un truc plug and play, il y a de quoi faire. Et voilà, j'ai un peu dépassé, désolé. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, ça fait mal. Honnêtement, oui, puisque de toute façon, il est en prod sur Facebook. Donc, voilà, je ne pense pas qu'ils ont exactement la même version, mais aujourd'hui, ça marche très bien sur des navigateurs. Sur le mobile, tant que tu ne fais pas des trucs hyper bizarres, ça fonctionne bien. Nous, chez KissKiss, on l'a intégré en prod. Ça fonctionne bien, on a des bons retours. Ouais, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, je ne vois pas forcément de frein pour ça. Le seul frein que je vois, c'est que je pense que l'API est encore instable et des mises à jour pourraient un peu tout casser. Mais bon, ça, on connaît, on est habitué. L'idée pour persister le contenu qu'on a édité, Ah oui, bonne question. des data models ou un export HTML? En fait, donc il y a des plugins DraftJS qui permettent de faire des exports HTML de ton data model. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un truc qui est supporté par Draft. Eux, ils ne font pas ça. Donc, ils ne te garantissent pas que ton HTML va être le bon HTML qu'eux font. Ce qu'on fait chez KissKiss, nous, c'est qu'on met le data model, en fait. Donc, c'est un JSON qu'on stocke en base et après, on le récupère et on travaille comme ça. Côté rendu, vous utilisez aussi DraftJS? Du coup, tous nos, par exemple, notre page projet, on a une description. La description de notre page projet, c'est un composant DraftJS qui est en read-only. Voilà. Et du coup,
On peut se dire que ça peut être cool parce que demain, si on veut créer une interface si on veut éditer directement sur la page projet, ça sera assez simple à développer. Après, le coût, du coup, est-ce que c'est lourd, plus lourd? J'imagine que oui, mais on n'a pas trop vu de différence. Enfin, voire pas du tout. En fait, on n'a pas mesuré, mais ça choque pas. Mais rien ne t'empêche d'exporter ça en HTML. Et dans vos pages projet, c'est du server-side rendering. Il y a du server-side, ouais. Et ça pose pas de problème avec GraphJS? Non. Tant que tu as ton document et alors, du coup, il se base sur document. Donc, si tu n'as pas accès à ton document dans ton server-side, c'est pas possible. D'autres questions? Bon, bah merci.